Bonjour à tous et bienvenue dans La Légende, je suis Sébastien Abdelhamid et nous allons voyager ensemble au cœur de vos émotions. Nous allons retracer l'histoire de vos livres, de vos films, de vos jeux vidéo, de vos animés préférés, ceux qui ont rythmé votre vie. Et aujourd'hui, on va parler d'un réalisateur et pas n'importe lequel. Nous allons parler de John Woo. Et pour cette spéciale John Woo, j'ai avec moi deux invités de choix. Jules, tu es vidéaste et un petit peu calé sur le sujet. Et puis j'ai avec moi, peut-être qu'on aurait pu faire l'émission spécialement dédiée à cette légende qui est Monsieur Jean-Pierre Dionnet, qui sort justement un bouquin mémoire. Je vous conseille, c'est croustillant, il y a plein d'anecdotes. Et puis aujourd'hui, comme je le dis, c'est ni l'auteur, ni le réalisateur, ni le producteur, ni le journaliste que je reçois, mais c'est bien la légende, Monsieur Jean-Pierre Dionnet. Je suis très très heureux de vous avoir avec nous parce que, eh bien, pour beaucoup de ma génération, vous avez aidé, que ce soit avec Métal Hurlant, avec Cinéma de Quartier, avec le label de cinéma que vous avez monté. Vous avez popularisé plein de choses qui aujourd'hui font partie de notre culture. Donc, bienvenue à vous, messieurs. Merci. Aujourd'hui, en plus, voilà, on va parler d'un réalisateur culte, on peut le dire. Ces films ont traversé les générations, ont inspiré plus d'un réalisateur aujourd'hui et plus d'un acteur même. On va parler de John Woo. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet de sa carrière de réalisateur, il faut quand même recontextualiser, puisque je pense que la jeunesse de John Woo va conditionner le réalisateur qu'il va devenir et les messages qu'il va délivrer. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu sa jeunesse ? Peut-être, Jean-Pierre, est-ce que la jeunesse de John Woo, en quoi elle est différente des autres ? Elle est un peu différente des autres parce qu'il est chinois d'origine. Il vient à Hong Kong comme toute cette génération où il va y avoir Ringo Lam, Tsui Hark et tout. Tsui Hark qui est vietnamien, lui, qui est Boat People au départ. Mais lui, il va être élevé par les catholiques. Et ça, c'est hyper important. Parce que là-bas, ils sont anglo-saxons de culture, donc plutôt protestants. Et lui, il va tomber tout de suite dans l'imagerie religieuse. Il va adorer ça, les vierges avec la larme là, les Christ en croix, les trucs comme ça. Et je dirais qu'une grande partie de son esthétique vient parce que les églises catholiques de Hong Kong, c'était quelque chose. On serait cru au Mexique. C'était une église luthérienne, c'est ça, il me semble. Non, catholique. Ah d'accord, ok. Donc il y avait du Christ avec un peu de sang qui goûte comme ça et tout. Il a grandi donc dans une idée de la mort est jolie, quoi. Oui, il y a une imagerie vraiment propre. Il y a une imagerie catholique que n'ont pas les autres. Ce qui fait la différence avec les autres, c'est que tout ça, quelque part, ça a dû lui rester. Il n'a pas dit toute sa vie, je suis catholique, etc. Quand on est catholique d'éducation, qu'on le veuille ou non, on le reste. Il y a cette imagerie qui est la même dans tous les pays où le catholicisme a été fort, qui est un mélange de sang et d'extase. C'est quelque chose théâtre, quand même. Voilà, c'est quelque chose vraiment qui va nourrir John Woo après, lors de sa carrière. Et il arrive à Hong Kong, il a à peu près 4-5 ans. Oui, parce que ses parents fuient en fait les problèmes avec le communisme. Et puis ça a été une enfance très difficile aussi, parce que quand ils sont arrivés, exactement, très très pauvres, son père, il a attrapé la tuberculose. Du coup, il était enseignant, son papa, il ne pouvait pas enseigner à cause de la tuberculose. Et en plus de ça, il était aussi communiste et il était secrétaire d'un des plus gros sets apparemment de ce parti, nationaliste, pardon. Et du coup, en fait, il y avait à Hong Kong la guerre entre les nationalistes et les communistes. Et du coup, il a vécu avec son père et son oncle, plus il grandissait, avec ce truc-là aussi de la guerre, de la perte et de cette vision très triste, et il détestait ça. Et il a vécu dans la haine des communistes et dans la haine des Japonais. Et du coup, toute cette vision de la guerre qu'il a grandi, qu'il a vu des gens déchirés, sa famille déchirée, etc., c'est aussi du coup quelque chose qu'on va retrouver aussi plus tard dans son cinéma. Là, les deux éléments que vous venez de citer, l'imagerie catholique et la guerre et le déchirement que ça peut provoquer, c'est deux composantes essentielles du cinéma de John Woo par la suite. Alors, il a une enfance pauvre, on l'a dit, et d'ailleurs on va entendre quelque chose à ce sujet. You know, when I was a child, as a very poor, whenever I ran out the door or went into the alleys, I always got ambushed.
I always got beat up and I got to fight back. I got to fight very hard. At that time, I just feel like I was living in a hell. So it was terrible. Voilà, donc lui-même, il a, comment dirais-je, été éprouvé par la rudesse de la vie, par les coups, les bagarres, etc. Ça aussi, on a l'impression vraiment que, en fait, toute sa personnalité peut-être cinématographique se déclenche à ce moment-là, en fait, dans sa jeunesse. Comment il en vient au cinéma? Puisqu'à la base, il n'est pas du tout destiné au cinéma, John Woo. Moi, je pense qu'il y arrive, non pas par hasard, parce qu'il est spectateur, puisqu'à l'époque, tout le monde est spectateur là-bas. Hein. Il y a des antennes bricolées sur les toits, mais quand on voit ce qu'il capte, c'est plutôt des zébrures. Hein. Donc, il va tomber un peu par hasard. Il va tomber à la Golden Harvest, qui à ce moment-là est une espèce d'usine à faire des films. Avant la Golden Harvest, Oui, il fait Shaw La Brothers. Shaw Brothers, ouais. La Shaw Brothers d'abord. La Shaw, comme la Golden Harvest, c'est des usines à films, mais au sens comme les péplums italiens. C'est-à-dire que moi, je me souviens d'un truc qui m'avait marqué, c'est qu'il ne faisait jamais rien dans son direct. Hein. Ils enregistraient en hurlant et tout, puis ils faisaient les voix après. Et je me souviens d'un petit vieux, il me montre 4 petites marches comme ça. Une, il y avait de la terre, une, il y avait du sable et tout. Et le petit vieux, c'était lui qui faisait les bruits. C'est-à-dire il dit, quand on veut faire par exemple quelqu'un qui fait du kung-fu et qui donne un coup de pied, on fait chut, chut. Et ça, c'est quand on tape sur du sable. Et ça, c'est quand on saute sur de la terre. Et c'était lui qui faisait tous les bruits sur 4 carrés qui faisaient 1 mètre carré en tout. Et chose qui était assez novatrice à l'époque, puisque là, Jean-Pierre, ce que vous nous dites, c'est qu'on ne refaisait pas on refaisait les prises son, chose qui était assez novatrice à l'époque, parce que pendant très longtemps, ils ont tourné en son direct, justement. Voilà. Donc ils ont initié un petit peu ça, en tout cas en Chine et à Hong Kong, cette manière de même scénariser le son pour rendre encore plus fort l'image. Oui, Voilà. et puis pour tourner plus vite. Oui. Parce que le décor, en plus, le décor qu'il avait du film A au film B, c'était le même. Hein. On repeignait 3 trucs sur le côté et c'était tout. Mais on les faisait passer d'une comédie à un film romantique, à un truc. Et l'idée, c'était qu'il plissait à toute vitesse. Lui a été très, très frustré par cette époque parce qu'il a appris son métier. Il était vachement content d'apprendre son métier. Mais en même temps, on lui disait... l'année 76, on voit qu'il enchaîne 4 films. Et puis, on n'est pas du tout dans des films d'action, principalement à la base. On est dans de la comédie, on est dans même de la comédie musicale, un peu d'opéra d'abord. Il fait quand même des films plutôt de, comment dirais-je, avec des sabres, etc., des combats, pas forcément du kung-fu, alors que le kung-fu va complètement exploser à l'époque. Et on rappelle quand même, pour ceux qui ne connaissent pas, la Shaw Brothers, c'était quand même un des plus grands studios à l'époque, une des plus grandes productions en termes de films de kung-fu, de combat, etc. Donc il arrive vraiment dans la meilleure école, en tout cas dans ce domaine-là. Et après Golden Harvest, c'est ça, c'est ceux qui font Bruce Lee, hein, si je ne m'abuse. C'est ceux qui font Bruce Lee, et derrière la Shaw Brothers, il y a ce Run Show. Golden Harvest, ils ne dépendent pas de ce Run Show, mais il a un tel empire qu'ils font attention de ne pas le déranger. Hein. C'est quelqu'un que moi j'ai croisé, il est mort il n'y a pas très longtemps, il y a 3-4 ans. On peut rappeler qui c'est pour les gens qui... Alors, ce Run Show, on voit arriver un mec très maigre, l'air d'un Anglais et tout, très classe et tout, et qui, pour ses 104 ans, ça remonte à 5 ans, danse avec Fan Bingbing, comme ça, super en forme. On lui demande comment il est en forme comme ça. Il dit je suis en forme parce que j'ai toujours fait les choses qui me plaisent. Et puis, je prends du ginseng de 100 ans d'âge. J'en prends un peu par jour. Et une petite boulette d'opium le soir. C'est tout pour m'endormir. Et résultat, il est arrivé à 105 ans quand même. Mais on disait que on rappelle que c'est interdit. C'est complètement interdit. Ce Run Show, à l'époque, il est craint. Parce qu'on sait que il dit à un acteur un peu comme la Motone quand on n'était pas d'accord avec Berry Gordy, quoi. Voilà, pour la musique. C'est-à-dire que quand il dit à un type « tu vas pas faire ça » ou « si tu fais ça, tu subiras les conséquences », le mec, il rentre dans le rang. Hein. C'est-à-dire qu'il avait des accointances... Donc John Woo va travailler avec lui. Alors, il va travailler avec lui, et l'autre, qui est un génie en même temps, va le repérer. Il va repérer, et c'est comme ça qu'il va passer de faire
des Mister Boo. Alors Mister Boo, c'est un personnage comique, le Louis de Funès local, quoi. En gros, à faire la dernière chevalerie, qui sera son premier vrai film à lui, de sabre et tout à lui. Et on sent que c'est pas ça qui va le déclencher. Et en fait, j'ai connu le secret beaucoup plus tard. C'est qu'il y a un film où toute la génération, ils sont allés voir le tournage. Et ils ont appris 2000 trucs. C'est le jour où des Français viennent faire Les Tribulations d'un Chinois en Chine. Ah oui? Et ils voient... Qui est un film comique, hein. Qui est un film comique, ouais, mais ils voient les effets spéciaux d'Yvan Chiffre, avec la bagnole qui d'un coup plonge dans l'eau. Ils disent, ah, comment ils ont fait ça? Ils voient la manière dont ils tirent, avec des effets où la balle donne l'impression d'être réelle. Et tous les mecs qui faisaient des effets spéciaux, ils étaient habitués à faire des effets spéciaux de kung-fu. Et pas d'action. Et pas d'action. Et tout d'un coup, avec Les Tribulations d'un Chinois en Chine, ils découvrent les effets spéciaux occidentaux. Comment une bagnole, elle peut faire un tonneau, des choses comme ça. Donc, ils découvrent comment faire le film d'action grâce à Belmondo qui passe par là, avec Yvan Chiffre aux effets spéciaux. C'est fou, Ouais, c'est fou. C'est trop bien. Eh oui. Et puis, là, on est dans les années 70. Là, Voilà. On est dans les années 70. Là, John Woo, déjà, il commence, on l'a dit avec son premier film, à avoir peut-être ses caractéristiques techniques. Mais John Woo, avant de faire ça, il est aussi assistant réalisateur. Chang-Chi, Voilà. entre autres. Shang-Chi, De Chang-Chi. On peut rappeler. Très grand Jules, réalisateur. C'est un très grand réalisateur de kung-fu de la show. Et enfin, il a très fait prolifique. très prolifique. 4 il en a films fait par an. vraiment beaucoup trop. Mais il a fait des films qui sont incroyables. Et c'est quelqu'un de très connu, de très réputé. Et c'est l'un des maîtres aussi de John Woo. Et il va apprendre beaucoup auprès de lui. Et même plus tard, genre, même si ces films, c'est des pistolets, des guns, etc., des gunfights, Chang-Chi a eu une grande importance dans sa mise en scène, sa manière de montrer les choses, etc. bah, Shang-Chi, quand il fait une scène de sabre, par exemple, il se sert du sabre pour refaire le cadre dans le film. Parfois, on a un moment où le type fait ça avec son sabre, et avec l'autre, il fait ça. Et ça nous Et donne. il fait un espèce de rectangle, donc il recadre grâce au sabre. Il se sert du sabre comme élément esthétique. L'autre, ça sera les pistolets pour John Woo. ça sera les pistolets de John Woo. Donc il apprend chez lui. Ils sont pas nombreux. Hein, les autres, ils sont à Taïwan. Ils sont pas. King Hu, il supportera pas ça. King Hu, qui est l'autre grand metteur en scène et tout, lui, il veut être libre, donc il va partir à Taïwan. Il va faire que 5-6 films en tout. Shang-Chi, il va en abattre 200. Ouais. Et avec des équipes rodées. C'est-à-dire que les types prennent des risques inouïs. Enfin, par rapport à l'Occident. Oui. C'est-à-dire que pour eux, les cascadeurs quand on va sont dans les très, studios et qu'on touche les sabres, c'est les vrais sabres. Hein. Et d'ailleurs, on avait qui en cascadeur? On avait Jackie Chan à Entre l'époque, autres, bien sûr. Entre autres, qui va travailler en plus avec John Woo Mais, sur ce registre. À cette époque-là, justement, de la show, c'est que les cascadeurs, c'est remplaçable. Et le studio était énorme, les figurants pouvaient dormir là-bas. C'est pour ça qu'en fait aussi, il y avait ce truc-là de pouvoir tourner autant. Leur but, c'était vraiment de tourner le plus possible. La comparaison avec les peplums de l'époque totalement. et le C'est cinéma complètement italien, les c'est peplums chinois. exactement ça. Totalement. On revient sur John Woo. John Woo, donc, il est un petit peu dans sa lassitude. Il fait des films qui ne le correspondent pas forcément. Ouais, pas du tout. Quand il fait son premier film qui lui correspond vraiment, on lui redemande de faire de la comédie derrière. Ouais. Mais il y a une rencontre déterminante, c'est évidemment, c'est Tsui Hark. Tsui Hark, ouais, Tsui Hark. Alors, comment ils se rencontrent Alors, à moi, mon avis, ils se rencontrent d'abord, c'est tout petit, Hong Kong. Faut se dire, c'est Monaco. Imaginez que Monaco, tout d'un coup, fasse le meilleur de la production mondiale. On se dirait, c'est où Monaco? C'est grand comme ça. Tout le monde doit se connaître. Et tout le monde se connaît. Moi, je suis allé au bar de Benin Chan. Et au bar de Benin Chan, je vais croiser John Woo, je vais croiser Tsui Hark, je vais croiser Michel Yeo, qui vient de l'Opéra de Pékin, je vais croiser... Et il y a une toute petite colonie, il y a Jackie Chan qui passe avec sa voiture rose, pour pas se faire remarquer, où il y a écrit Jackie Chan Circus. Ils s'entendent tous bien. Ceux qui font des films un peu intello ou romantiques comme Stanley Kwan, moi, je me souviens d'un soir où Tsui Hark et je crois que c'est Tsui Hark et un autre grand réalisateur de Hong Kong, ou Ringo Lam, ou Kirk Wong. Il dit, ce soir, il faut qu'on file parce que je vais prêter ma caméra à un jeune mec qui tourne son premier film dans l'endroit le moins cher du monde, les Shankin Mansion, qui sont des petits immeubles horribles et tout. Et le soir, on va prêter la caméra, mais il doit la rendre le matin à un jeune type
qui va exploser juste après. Ça y est, mon nom s'échappe, je connais que lui. Le grand metteur en scène intello de Hong Kong. Wong Kar-wai. Et le mec à qui on prête la caméra, qui a déjà des lunettes noires, pratique pour tourner, c'est lui. Et il lui prête la caméra. C'est Tsui Hark qui prête la caméra à Wong Kar-wai pour faire son... Mais attention, à 7h du matin, il faut que tu me la rendes, parce que nous, on tourne avec. Donc voilà, Tsui Hark, on rappelle qui c'est un réalisateur de génie, également un producteur hongkongais qui vient après s'installer à Hong Kong, et qui, là, va proposer à John Woo de le produire. Voilà. Pour un film qui s'appelle Le Syndicat du crime. Moi, je trouve que John Woo raconte cette histoire. Enfin, je trouve que John Woo, c'est un idéaliste presque naïf. Et même dans sa façon de raconter des histoires. Et par exemple, il raconte qu'il se souvient, parce que du coup, sa période de comédie, elle dure 10-12 ans, un truc comme ça. Et il était très triste, il détestait ça. Les 3 dernières années, il était un peu en train de tomber. Et il raconte, oui, avec Tsui Hark, on parlait, on refaisait le monde, on voulait changer le cinéma. Et on était sur la baie d'Hong Kong. Et puis d'un seul coup, le soleil, il s'est levé. Et puis on savait tous les deux qu'on a vécu un moment incroyable. C'est très romantique, en fait. C'est exactement ça. C'est un grand sentimental, un grand romantique. Et même dans sa façon de raconter cette histoire. Et d'ailleurs, il le dit. Il dit que... Better Tomorrow, le syndicat du crime, il dit que la représentation des deux personnages principaux, c'est un peu lui et Tsui Hark. On va rappeler quand même pour les gens qui n'ont pas forcément vu ce chef-d'œuvre, mais qui doivent absolument le voir, on a là aussi une des caractéristiques de John Woo, c'est-à-dire prendre deux personnages et au-delà de ce qu'ils sont, qu'ils soient gangsters ou policiers, etc., c'est la fraternité, l'amitié, ce qui va les séparer et les rassembler. Et là, il va il va populariser carrément un genre. Et puis, ils ont vu un metteur en scène qu'en France, qu'on a connu en France, mais qui a un peu disparu, qu'on trouve en laser, qu'on trouve en cassette et tout. Ils ont vu les films de Robert Enrico. Ah oui. Et Melville aussi. Et Melville, le samouraï. Ouais, mais le samouraï, c'est John Woo, parce qu'il a vu grâce au truc catholique. Oui. Par contre, en laser, partout, on voit les grandes gueules, tous ces films de Enrico qui sont toujours, en gros, avec 2 héros et une nana. Et qui sont, c'est la Chimkus chez Enrico. Et ils vont être très impressionnés. Et alors, maintenant, ils ne le disaient plus après, parce qu'ils ont vu qu'en France, ça faisait pas mauvais genre. Il y a un metteur en scène qu'ils adoraient tous. Ils connaissaient par cœur tous ces films. C'est Claude Lelouch. C'est fou, quand même. Parce qu'un homme et une femme, mais c'était d'un ennui total. Parce qu'un déjeuner avec tout le monde, y compris Wong Kar-wai, où il commençait à raconter plan par plan un homme et une femme, 1 et 2. Ils racontaient tous les plans, donc on en avait pour 1h30. Et ils sont très, très impressionnés. Et à ce moment-là, je ne réalise pas que ce qui leur plaît chez lui, c'est d'abord qu'il va vite, qu'il invente des ralentis, des accélérés et tout. Et je ne réalise pas tout de suite qu'il y a, au bout de Kowloon, le fameux chiffre du handover. Dans tant de jours, tant d'années et tout, on va devenir chinois. Et je réaliserai plus tard qu'en fin de compte, ils veulent devenir maîtres du temps. C'est-à-dire qu'il faut des accélérés et des ralentis. Ce qui caractérise aussi John Woo, le fameux bullet time, voilà. Il vient de là. Le bullet, voilà. Et je réaliserai après qu'ils veulent devenir maîtres du temps parce qu'en fin de compte, ils voient que le sablier s'écoule et ils veulent avoir la bientôt, maîtrise. Ils seront chinois et ils ne savent pas ce qui va leur arriver. Oui, parce qu'on rappelle, Hong Kong, à l'époque, était encore sous... anglais. Voilà, était encore anglais et c'est passé... repassé chinois en 97. C'est ça, la rétrocession. En 97, sans qu'aucune réaction du monde entier. Tout le monde a dit la Chine va récupérer Hong Kong. C'était la guerre de l'opium il y a 100 ans. Tout le monde regardait un peu à côté dans le genre bon, on va laisser les Chinois tranquilles. Et eux, ils savent qu'ils vont devenir Chinois. Et ils ont peur. Et tout d'un coup, ils viennent tous bons. C'est-à-dire qu'il y a évidemment Tsui Hark, il y a John Woo, il y a Kirk Wong, qui va être produit à un moment par John Woo. Il y a Ringo Lam, qui va influencer fortement le jeune Tarantino. Tout d'un coup, il y a une génération de metteurs en scène qui sont tous copains et qui font une espèce de surenchère d'un coup sur l'autre, dans le genre... ils sont tous là à applaudir le film du collègue. Oui, ils se portent, ils se tirent vers le haut. Ils se tirent vers le haut. Les moyens, comme Clarence Ford et tout ça, deviennent bons. C'est-à-dire qu'il y a carrément une école qui se fait. Et alors, les acteurs... Il ne faut pas en parler, parce que les acteurs... là, on peut en parler. On va parler, justement. Mais les acteurs, Chow évidemment. Chow Yun-fat. Première rencontre avec John Woo. Chow Yun-fat, qui, à la base, lui, faisait
de la série de comédie à l'eau de rose un peu, mais complètement... En même temps, à cette époque-là, il n'y avait pas grand-chose, quoi. Enfin, il y avait juste de la comédie et les films de kung-fu, à peu de choses près. Et du coup, il y a ce truc-là où ils voulaient vraiment... Enfin, on ne pouvait pas faire vraiment autre chose. Et la Shaw Brothers, c'était un peu en train de couler. Et donc, du coup, ouais, quand ils ont commencé, quand le syndicat du crime est sorti... Et d'ailleurs, Chow Yun-fat, donc, qui est la figure quand même de proue du syndicat du crime, n'est même pas le personnage principal. Non. Et c'est ça qui est fou. Et Mais au-delà de même des deux personnages, on va dire, principaux de Chow Yun-fat, le personnage principal, pour moi, enfin l'élément principal, c'est justement ce que John Woo va reprendre dans la majorité de ses grands succès, c'est-à-dire ces deux antagonistes qui, en fait, se relient par une sorte de fraternité, d'amitié, malgré leurs différences, comme je disais auparavant. Là, le syndicat du crime, en fait, ça marque le début, pour moi, d'une ère. En fait, d'une ère en termes d'action, en termes de narration, en termes d'esthétisme. c'est la nouvelle vague de Hong Kong, quoi. C'est la nouvelle vague de Hong Kong. Et ça s'appelle aussi, le deuxième titre, c'est A Better Tomorrow. Bien sûr. C'est-à-dire, en gros, les lendemains lourd qui de sens. chantent, c'est un peu ironique, parce qu'ils ne savent pas si le lendemain vont chanter. Et il y a Leslie Chung, qui est la beauté absolue, personnage qui était un pop grand star, à chanteur, l'époque, si j'ai pas un de bêtises. côté un peu féminin, presque, mais en même temps une force très très, beau. très grande. Pour moi, voilà, il y a C'est ça, un côté féminin. Ouais. Et à côté, il y a à côté, ce que disait souvent, John Woo le disait, Suark le disait, il disait Chow Yun-fat, c'est notre Cary Grant. Il peut être séduisant, il peut être très beau, très charmeur, et puis d'un coup il peut devenir dur, et il voit en lui une mine, un acteur qui peut tout jouer, ce qui est le cas. Et c'est pour ça que John Woo veut Chow Yun-fat, parce que pour lui, il ne représente pas un héros. C'est-à-dire qu'il n'a pas, il peut être, comme vous avez dit, il peut tout jouer. Il n'a pas le faciès d'un héros typique et cliché. Leslie Chung. Voilà, exactement. Et donc même l'esthétisme, on parle des lunettes noires, du long manteau, Ouais, du long etc. manteau noir. C'est des choses qui vont rester et qui vont même coller à la peau de Chow Yun-fat. Totalement, mais d'ailleurs, il y a un truc qui est fou, parce que du coup, le syndicat du crime, c'est la nouvelle vague de Hong Kong, et ils vont créer tout un nouveau pan dans le cinéma de Hong Kong, dans le cinéma chinois, mais aussi dans le cinéma du monde entier, et on en parlera sûrement après, mais au-delà de ça, aussi, ce qu'il a fait, c'est qu'il a même changé la mode. C'est-à-dire que quand le syndicat du crime est sorti, les Hongkongais, ça explose. lunettes les noires, trench manteau coats, noir, ça explose. et puis Et il fait fou de chaud. changer. Le En gros plus, de l'année, et il c'est fait hyper humide. chaud. C'est hyper humide, un temps de mousson. C'est-à-dire que quand on voit les types se balader, y compris les gangsters, parce que les gangsters, ils sont influençables, donc ils se mettent à s'habiller De cette manière. pour qu'on comprenne bien que c'est des gangsters. Un peu comme ça sera avec Scarface de Palma. Oui. Ils s'habillent tous comme Tony Montana. Et donc l'influence Et est alors tout énorme. d'un coup, ouais, on c'est les ça. voit avec cet impair immense dans la rue et tout, les lunettes comme ça et tout. Avec Et- la cigarette ou le l'allumette, cure-dent, l'allumette, le cure-dent. Cure-dent. Et c'est vrai que quand il disait John Woo, c'est notre Cary Grant, c'est que Cary Grant, il n'a jamais été net non plus. Hein. On le voit chez Hitchcock et ailleurs. Il est un coup très charmeur, puis à un moment, on se dit, ah, c'est peut-être lui le méchant. Donc, ça fait des personnages un peu compliqués. Et tout d'un coup, dans la rue, on est dedans. Alors, ce qui est très marrant, par exemple, c'est qu'il y a, Hong Kong, c'est tout petit, il y a un seul tournant en épingle à cheveux dans toute la ville. On va le voir dans tous les films. Chaque fois qu'ils ont besoin d'une poursuite avec un tournant, bah, c'est le tournant. C'est le tournant où on peut tourner. En plus, ils n'ont souvent pas l'autorisation de tourner. Oui, ça a causé des problèmes à John Woo d'ailleurs, Ça a causé des notamment problèmes à sur John Woo. Better Tomorrow. Alors, moi, j'ai pas toujours compris. C'est-à-dire que j'ai assisté à un ou deux tournages où ils disaient on arrive devant la banque, on tire comme ça, Chow Yun-fat, il court, et puis on remballe. On remballe. Bah oui, parce que le temps que la police arrive pour leur demander l'autorisation de tournage. Parce qu'il faut ça devant une banque. Donc ça veut dire que C'est John Woo, énorme. par exemple, avec Chow Yun-fat, il tournait des scènes où il n'y avait pas du tout l'autorisation. Sans ça, il l'aurait jamais eu. Parce que l'idée, demander, on est quand même, il y a les communistes pas loin, hein, qui contrôlent des choses. Dire on va faire une scène où on va braquer une banque anglaise ou une banque chinoise avec des voitures et des flingues, ils auraient demandé l'autorisation, ils l'auraient pas eu. Surtout que le Généralement, gouvernement apprécie pas vraiment Better Tomorrow. Glorification des gangsters. Exactement. Enfin, Alors- c'est ce qu'ils pensent, alors que c'est pas du tout l'idée de John Woo. C'est pas Non, du tout mais ce qu'il veut pour raconter. eux, montrer simplement des gangsters qui sont vivants, qui savent tirer et tout. Et c'est là que John Woo va inventer un truc qui va être le seul à inventer. Il va inventer une chorégraphie des armes, totalement impossible. Hein, parce que quand Chow Yun-fat saute les deux pieds joints avec ses deux flingues comme ça et se met à tirer, personne ne peut tirer avec un flingue comme ça. C'est impossible. Non, il y a le recul, il y a plein de Il y a le choses. recul, il y a plein de choses. Mais ça fait
l'esthétisme Ça fait de John Woo. voilà, une esthétique. Alors, il est pas dupe, hein, il fait pas Peckinpah, où c'est sale, où le cœur explose et tout. Non, effectivement, il y a un petit côté lelouch. C'est-à-dire que c'est exagéré esthétiquement. C'est joli pour être joli, et tout le monde va croire dans le monde entier du jour au lendemain, et tout le monde va faire pareil. Il faut 2 flingues. C'est la scène formidable de Jackie Brown, où Samuel Jackson dit « Ah ben ça, ces flingues-là, on les vend par 2 à cause de John Woo. Les mecs achètent toujours 2 parce qu'ils croient qu'on peut tirer avec 2 flingues à la fois. C'est impossible, mais enfin, puisqu'ils en veulent 2, je leur vends 2. » Et donc, ils vont changer l'esthétique du cinéma du monde entier, et ils s'en aperçoivent pas tout de suite. Que tout d'un coup, Oliver Stone, tous les metteurs en scène américains, tous vont se mettre à copier cette esthétique, ils vont commencer à ralentir les combats. Et vraiment, pour le coup, je pense que le terme copier est un peu vrai pour certains, puisqu'à l'époque, on n'avait pas Internet, le cinéma hongkongais n'était pas forcément distribué partout. Donc, au-delà de l'inspiration, il y a eu quand même un truc en se disant hey, je vais faire vraiment comme eux. Ou c'est Antoine Fuqua, metteur en scène noir américain, dans le premier film, est produit par John Woo. Qui lui dit en gros, je vais te montrer comment on fait, le combat comme D'où ça. Denzel avec 2 flingues. Ouais. Voilà. J'adore. Et il tire à travers le mur. Ils attaquent le mec Comme dans les films de John Woo. Voilà. Alors qu'effectivement, tirer à travers un mur, c'est assez hypothétique, hein, que d'attraper le mec de l'autre côté, d'autant que l'autre, entre-temps, il est passé de l'autre côté. Donc on est dans un jeu. Et ce jeu avec la violence, ça fait que nous, on va le prendre dans la figure, parce que on sort d'une période où le cinéma américain, il a été extraordinaire, et à ce moment-là, il est un peu moins violent, et quand il est violent, c'est un peu bourrin. Hein. C'est boum, 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 je me cache derrière le poteau. Et tout d'un coup, on voit une espèce de plaisir de tourner, où on pense, ouais, à part La Horde sauvage, où on en a quand même pris plein les mirettes, hein. À part La Horde sauvage, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Walter Hill va se mettre à utiliser 2 flingues. Alors, on en parlera après de toute l'influence de John Woo. Après, donc, le syndicat du crime, il est un peu forcé de faire le syndicat du crime 2 par Tsui Hark, parce que lui veut pas vraiment le faire. Et pas qu'un peu d'ailleurs. Oui, pas qu'un peu. Ouais, complètement. Il veut absolument pas le faire. Déjà, l'idée de faire une suite, ça le saoule. Il a déjà en tête The Killer et Une balle dans la tête, ou en tout cas des prémices de ça. Et il voulait absolument pas en faire un deuxième. En plus de ça, enfin, j'ai peur de spoil. Mais bref, l'idée de base du deuxième, il déteste absolument. Donc je sais pas si je raconte. Regardez les films. Mais du coup, en fait, à la fin, il meurt. Et donc du coup, dans le deuxième, parce que Tsui Hark, il veut faire le deuxième, mais pour lui, le syndicat du crime, c'est Chow Yun-fat. Donc on ne peut pas faire un syndicat du crime 2 sans Chow Yun-fat. C'est impossible. Et donc du coup, qu'est-ce qu'ils font ? Ils mettent un frère jumeau. C'est quand même le truc, l'idée la plus quand même nulle. Et John Woo déteste cette idée. Et il voulait déjà pas en faire un deuxième. En plus de ça, il prend une idée qu'il aime pas du tout. Et il va se venger d'ailleurs dans le syndicat du crime. Genre la façon dont il va tourner, la scène de fin qui est apocalyptique, le fait de tuer aussi Leslie Cheung. Enfin, il se venge totalement des producteurs. Ça n'empêchera pas l'autre de continuer. Hein. Ouais, en le plus, 3, d'ailleurs. il fera le 3. Mais d'ailleurs, donc là, on n'a pas parlé du fait que... Comment est reçu d'ailleurs le syndicat du crime en Chine déjà Hyper bien. Hyper bien. Hyper bien, c'est-à-dire que... C'est un premier vrai succès. C'est un vrai succès public, et on découvre en fait que je dirais, on est après la vague Bruce Lee, quoi. Oui, ça y est, Bruce Lee, c'est la c'est fin d'une fini. époque, c'est fini. Et donc, tout d'un coup, on découvre que, oui, les gens préfèrent les flingues. Les gens préfèrent les flingues, ils préfèrent qu'on tire dans tous les sens. Ils ont un peu marre du film de sabre. Hein, Il a remplacé les sabres, comme je disais en voilà, le sabre, ils vont y revenir tous les deux plus tard. Ah, tout à fait. Mais ça y est, c'est passé. Maintenant, on veut des flingages dans tous les sens, avec un maximum de bruit. En plus, au niveau du son, il y a un travail tout à fait exagéré. On entend les balles siffler dans tous les sens, et tout, etc. Alors, est-ce que c'est vrai que John Woo, lors de ses premiers films à Hong Kong, notamment le syndicat du crime, est-ce qu'il tirait avec des vraies armes à chaque fois ? Alors pas avec des vraies balles, mais avec des vraies armes pour conserver le bruit de l'arme. Et j'ai lu qu'il devait redoubler, faire de la post-synchro des acteurs à cause du bruit des armes. Alors oui, il tirait avec des vraies armes, ce qui n'était pas sans danger quand même, parce qu'une balle à blanc,
on a beau dire c'est une balle à blanc, mais quelqu'un la prend dans le bide. Bah oui, ça fait mal. Hein. Ça fait extrêmement mal. En plus, il y aura même... moi, j'ai assisté à une scène un peu terrifiante quand même. Comme ça, c'était devant justement la Bank of China. Chow Yun-fat se mettait à courir comme ça. C'était pas John Woo qui tournait, ça devait être un autre moins célèbre et tout. Tout à coup, il y a un impact dans le mur. Bah là, alors ils font un zoom hein, pour qu'on voit bien l'impact. Bah là, c'est une balle réelle. Et vite, on file avant que la police arrive. C'est ce que vont découvrir les quelques Occidentaux quand ils vont aller tourner dans des films chinois. C'est que là-bas, la vie vaut pas cher. Hein. Et puis, qu'ils prennent des risques infinis. C'est-à-dire que Chow Yun-fat, quand on lui dit marche un peu plus vite là parce qu'il y aura un impact de balle, c'est un vrai impact de balle. Un peu comme les flèches dans Kurosawa. Qui ont blessé pas mal de gens. Qui ont blessé pas mal de gens, y compris Toshiro Mifune, où on lui a dit attention, là, tu vas être bardé de flèches, et il faut aller à telle vitesse que la flèche, elle a beau être autour d'une ficelle, elle va te frôler d'1 millimètre. Ça, c'est la Chine. Quand on dit qu'il y a eu un accident de tournage, qu'un type s'est cassé la jambe, brisé le pied, est tombé du 3e étage, et Jackie Chan, c'est comme ça. Jackie Chan, il fait même rire tous les Chinois. Ouais. Parce que quand vous dites... on dit, tu vas voir Jackie Chan, là, il dit, fais attention, il ne faut pas lui secouer la main fort, hein, parce qu'il s'est tellement souvent cassé quelque chose qu'un jour, il va tomber en morceaux. Alors ça fait beaucoup rire les Chinois. Donc là, on est donc le syndicat du crime 2, et il refusera de faire le 3. Tsui Hark va quand même faire le 3. Quel est l'état d'esprit de John Woo, et qu'est-ce qu'il veut faire après le syndicat du crime 2 ? Bah justement, du coup, ce qu'il va faire, c'est The Killer. Ce qu'il a en tête, tu parlais de Melville tout à l'heure, ça a été, je pense qu'il y a eu... Enfin, du coup, tu parlais beaucoup du cinéma français, et c'est le cinéma qui l'a le plus marqué. Littéralement, quand on lui parle de cinéma américain, il dit « ouais, le western, les comédies musicales », mais vraiment, le cinéma français, c'est ce qui l'a marqué, notamment Melville. Et The Killer, c'est le samouraï de Melville, du coup. Et il a ça en tête, il a ça en tête depuis un moment, depuis déjà avant le syndicat du crime 2, et Une balle dans la tête aussi. Du coup, il va faire The Killer, un des films qu'il estime être je crois que c'est son préféré de sa filmo, celui qu'il trouve le plus parfait. Alors, c'est celui qui va en tout cas le faire entrer en tant que réalisateur reconnu dans le monde entier. Dans le monde, et pas à Hong Kong. Enfin, l'histoire qu'il y a derrière The Killer est folle aussi, parce que du coup, il fait The Killer. Est-ce que ça marche ? Et à la base, en fait, déjà, il sort pas. C'est-à-dire qu'il le monte, et Tsui Hark déteste le film. Enfin, en tout cas, il dit il y a trop de ralentis, c'est pas possible. Trop de ralentis, trop de... Non, c'est pas possible, faut changer. Sauf que John Woo, il veut pas. Donc du coup, Tsui Hark, qu'est-ce qu'il fait ? Dès que John Woo a fini son film, il a fini de le monter, il le met dans un coin. Et il le laisse prendre la poussière. Et c'est Terence Chung qui va le sortir et qui va l'emmener en festival dans le monde entier. Et en fait, Hong Kong, il n'a pas eu forcément plus de succès que ça, mais le succès qu'il va avoir, il est surtout à l'étranger, en fait. Mais c'est là qu'il rencontre Terence Chang. C'est là qu'il rencontre Terence Chang. Et ça y est, il a quelqu'un pour le protéger du monde extérieur. Il est dos contre dos. On peut recontextualiser Terence Chang. Le grand producteur. C'est son producteur. C'est un type très sérieux, comme ça, très bien, qui comprend bien les étrangers, c'est pour ça qu'il le protégera un peu en Amérique et tout, parce qu'il faut être fort quand on vient de Chine. Hein. Les Américains, quand ils voient un Chinois, généralement, si vous allez voir un producteur américain avec un Chinois, ça peut être John Woo ou Kirk Wong ou n'importe quoi, après ils vous disent, vous pouvez rester 5 minutes là. On reste, ils disent, mais il a dit qu'il voulait faire le film, mais est-ce que c'est vrai ? On dit, il a dit. Oui, mais on ne sait jamais ce qu'ils pensent, ces gens-là. Avec leur, Il y a un petit racisme quand même chez les Américains envers les Chinois. Encore aujourd'hui, oui, absolument. C'est pas étonnant. Hein, c'est le mystère de ces visages jaunes qui n'expriment rien. Ah oui, ça va loin. Mais si lui, il a vu Melville, s'il a vu Truffaut, c'est grâce au patronage catholique. C'est pas les films qui sont sortis en salle. Melville, il n'est pas sorti. Comment voulez-vous sortir en salle un film qui s'appelle Le Samouraï, aussi bien au Japon d'ailleurs qu'à Hong Kong ? Comment voulez-vous voir un film de Truffaut ? Lui, il a vu tous ces films-là que les autres n'ont pas forcément vus. Les autres, ils sont restés à Lelouch, Enrico. Lui, il a vu tout ça. Et il a été, par exemple, fasciné par la liberté de ton de Truffaut. Alors, il dit que Truffaut l'a influencé. Ça se voit absolument pas. Si, ce qu'il a influencé chez Truffaut, c'est une espèce de légèreté, à certains moments, qu'il arrive à récupérer. Chez Melville, c'est toute la panoplie. Bien sûr. Mais chez Truffaut, je suis d'accord, même dans The Killer, on retrouve dans sa relation... Et ce qu'il voit bien chez Melville, c'est le côté bricolage. C'est-à-dire que la manière dont il arrive à créer des scènes avec 3 trucs symboliques. Une cage à oiseaux, un truc comme ça. On n'en a pas parlé, notamment de la colombe. On parlait de l'imagerie un petit peu... Alors, la colombe, alors ça va être drôle, parce que jusqu'à
jusqu'à ce qu'il fasse son best-of en Amérique. On est plus loin, c'est face-off. Évidemment, volte-face. Là, on se dit, il y a des Christ, il y a des colombes qui s'envolent, il y a presque un côté angélique et tout. Et on se dit, ça, c'est l'imagerie de John Woo, qui est une imagerie d'avant-garde, en fait. C'est-à-dire que ça n'a aucune logique. Non, à ce que des colombes s'envolent tout d'un coup. Et puis on voit même dans Face Off, on voit même Nicolas Cage qui est en prêtre, hein, si je ne m'abuse, lors de la chorale, etc. Il y a tout ce mysticisme, en tout cas en termes d'imagerie. L'église est très très présente dans son cinéma, et notamment du coup dans The Killer, avec la scène de fin qui se passe dans une église en fait. Et, qui en plus, la scène de fin casse un petit peu... le sacré, en fait, j'ai envie de dire. Mais lui, ce qui l'intéresse, il disait que... John Woo dit que c'est pas forcément la spiritualité ou le fait d'être chrétien en lui-même. Il aimait, déjà quand il était gosse, en fait, comme Chow Yun-fat dans The Killer, il aimait aller dans les églises et juste s'asseoir. Et il aimait un peu cette espèce de sérénité. Oui, tout à fait. Alors bon... le temps passe, ils veulent un peu comme les Occidentaux vont être fascinés par la série Kung Fu, où ils voient la surface. Mais ça ne veut pas dire que ça va les rendre shintoïstes ou taoïstes ou bouddhistes. Ils trouvent ça beau. Et lui, il est fasciné par cette imagerie, voilà. Ouais. Et donc là, on est donc The Killer, succès en tout cas à l'étranger. Et qui va du coup le relancer. Qui va le relancer. Ouais. Après, il va se mettre sur un projet beaucoup plus personnel, Une balle dans la tête. Ouais. Là, qui est un film déjà beaucoup plus long. Puisqu'il faut savoir que John Woo, ses films, à la base, étaient très longs, mais à chaque fois, que ce soit Tsuyark ou les studios lui demandaient de couper beaucoup de choses. Et là, en fait, Une balle dans la tête, c'est un petit peu le pied de nez au syndicat du crime. Ouais, c'est son film intime. Mais je trouve qu'en vrai, son pied de nez ce serait peut-être plus Just Heroes. Parce qu'on en parlera, mais juste vite fait. En fait, il déteste l'imagerie qu'il y a eu après le syndicat du crime. C'est-à-dire que, justement, tout ce qu'on a dit, il y avait des films l'apologie du gangstérisme, c'est pas du tout ce qu'il voulait. Voilà, l'apologie du gangster, etc. Il déteste ça. Toutes les thématiques, l'honneur, l'amitié, etc., la fraternité, tout a été... tous les films ont été désaminés. Tout a été dévoyé, voilà, tout à fait. Exactement. Et du coup, dans Just Heroes, il y a une phrase à la fin où, du coup, il tue, et t'as l'un des gars, il dit « Waouh, trop bien, champion !» Et t'as le héros qui l'attrape et qui le montre, et lui fait « Tu trouves ça bien ?» Et il fait « Tu préfères ça ou tu préfères élever des pigeons ?» Un truc comme ça. Et il y a ce truc-là vraiment de... Non, arrêtez de glorifier ça, en fait. Oui, ça, c'est pas mon cinéma, en plus. C'est pas l'apologie du crime qu'il a fait. C'est ce qu'il voulait justement montrer, c'est les différences et ce qui peut. En fait, lui, ce qu'il aime, c'est la loyauté, l'amitié, etc. Et il trouve que l'histoire de gangster lui permet de raconter ça. Mais d'individus gangsters, pas de triades. Exactement. Tout à fait. Parce que les triades. Tous les metteurs en scène de Hong Kong détestent les triades, puisque les triades, en gros, leur imposent des techniciens, les triades... Et puis, ils leur soutirent de l'argent. Les triades leur soutirent de l'argent. Donc, le gangstérisme organisé, ils n'aiment pas ça du tout. Pas du tout. Par contre, l'individu glorifié qui se trouve être gangster ou héros, et qui est toujours double... Toujours double, oui. Chez John Woo, il a des côtés sympathiques, puis à un moment, il fait un peu peur, et puis il redevient sympathique, donc... lui-même dit que quand il se regarde dans un miroir, des fois il voit un autre John Woo. Ça, je pense, c'est l'éducation catholique aussi. Hein. Le côté péché originel, je suis bon, mais en même temps, en moi, il y a le démon et tout. Nous, ça nous rend bien service. Oui, en tout cas, tout à fait. Donc là, on est dans Une balle dans la tête. Il y a beaucoup de lui dedans. Ça parle de la guerre, totalement. Ça parle de plein de choses. C'est le film le plus intime. Le film le plus intime, un de ses films les plus réussis. Par contre, là, c'est très mal reçu, en fait. Très mal reçu à Hong Kong, en Chine, parce que ça remet en question certaines vérités historiques, en tout cas. Il y a de ça, et déjà, le film a été charcuté, il durait plus de 3 heures, au final, il a duré 2h45. Même 4 heures, je crois. Hein. Ouais, peut-être, et ils l'ont charcuté à mort, jusqu'à ce qu'il fasse, maintenant, il n'y a que 2h25 qui est disponible, apparemment, mais c'est quelque chose de très intime. Quand il disait qu'il se faisait tabasser quand il était petit, il a voulu le raconter, malheureusement, on l'a cut, il raconte des choses très intimes, même sa vision de la guerre, etc. Et le problème, c'est qu'en même temps, il y a eu Tiananmen. Exactement. Et, c'est ça et c'est ça, en fait, je pense que c'est aussi pour ça qu'Une balle dans la tête a été mal reçue. Et d'ailleurs, John Woo pense aussi. C'est-à-dire que déjà, quand ça s'est passé, pendant qu'il faisait Une balle dans la tête, Tiananmen se passait et il était complètement fou et littéralement, en fait, il voulait mettre toute sa rage dans Une balle dans la tête.
Et le problème, c'est que les gens, ils voulaient pas voir ça. C'est-à-dire que quand le film est sorti, ils voulaient pas revoir. Mais non, là on est sur quelque chose qui se passe de très grave avec les étudiants, etc. Et lui, il dira justement que tous ces films, c'est aussi pour faire passer des messages. On en parlait un petit peu en off, c'est-à-dire que tout ce qui fait passer dans les fusillades, etc., eh bien, il y a un message derrière. Sauf que nous, public occidental de base, quand on a vu ça, on n'a pas forcément vu le message, on a vu des films d'action. Mais même les Hongkongais, au final. Hein, oui, même ils ont vu que ça. Hein. Même les Hongkongais. Ouais. Donc là, une balle dans la tête, c'est problématique, ça marche pas vraiment. Les gens voulaient de l'évasion encore. Voilà. Ils voulaient un Chow Yun-fat qui tire sur tout le monde. Ils aiment bien. En salle, en Chine, les gens parlent tout le temps. Ah ouais. C'est un peu comme sur Times Square, quand vous alliez voir un film où il y avait des Noirs, des Mexicains, des Irlandais. D'un coup, quand c'était l'Irlandais qui prenait sur la gueule, c'était Sean Penn, tout le monde s'en foutait. Quand c'était le Noir qui gagnait, tous les Noirs de la salle disaient « Ouah ». Quand c'était le Mexicain, tous les Chicanos disaient « Ouah », etc. C'est-à-dire que c'est un peu la foire dans la salle. On est un peu là pour rigoler. On y va en famille, mais ils parlent, ils rigolent. C'est un vrai divertissement. Ils ont envie d'un spectacle. Ouais. Ils n'ont pas envie d'une leçon. À partir du moment où on leur donne une leçon, c'est pour ça que quand ils vont voir tout d'un coup que des tonnes de bébés juste derrière, alignés et avec Chow Yun-fat avec un flingue, là ils disent, là on va rigoler. Ah, des bébés, un flingue, waouh, on va avoir du spectacle. Ouais, bah, c'était pas vraiment... Eh ben, c'est pas exactement ce qu'ils ont eu. Ouais. Par contre, après, du spectacle, on va en avoir. Hein. On est obligé d'aller un petit peu vite. On va pas faire toute la filmo, mais on est obligé. Mais regardez une balle dans la tête. Voilà, une balle dans la tête, évidemment. Incroyable mais film. là, on va parler d'un des plus grands films d'action jamais créés, à toute épreuve, Hard Boiled, avec toujours Chow Yun-fat. Sauf que cette fois-ci, eh bien, c'est plus un gangster, mais c'est un policier. Et là, ça va plaire par contre au gouvernement et aux autres instances, puisque là, ils vont le voir en tant que gentil, en tant que héros. Alors, qu'est-ce que ça amène Je vais vous laisser la parole, parce que, voilà, qu'est-ce que ça amène à toute épreuve ? On est en quelle année ? 92, je crois. 92, ouais. 92, hein. Ouais, déjà, un juste scénario de fou, raconte-leur quand même, il ne faut pas les spoiler. Non, mais déjà, juste un truc, franchement, si vous aimez les films d'action, si vous aimez... Même aujourd'hui, les jeunes, 17-18 ans, vous aimez voir John Wick, etc. Franchement, si vous n'avez pas vu Hard Boiled à toute épreuve, franchement, vous n'avez jamais vu un film d'action. Alors, on va pas se mentir, on va mettre les pieds dans le plat. Hard Boiled à toute épreuve, ça façonne tout le cinéma d'action occidental qui en découle après. C'est incroyable. On a des gunfights, on a quand même 45 minutes quasiment de gunfights. Il y a une stat qui est ouf, c'est que c'est le film hors film de guerre où il y a le plus de morts. C'est-à-dire qu'il est 7e, un truc comme ça, je vais regarder. Et en gros, il y a 307 morts dans Hard Boiled, égalité avec Titanic. 307, c'est un film d'action, c'est pas un film de guerre. Enfin, c'est complètement fou, ça va dans tous les sens. Et puis l'esthétique, on en revient encore là, parce qu'il y a un plan séquence qui est complètement fou dans l'hôpital. Ouais, je crois qu'il y a 2 minutes 30 de plan séquence. Et puis l'anecdote qui est folle en plus, c'est que énorme. Du coup, c'est un plan séquence dans un hôpital. Donc il court dans l'hôpital, bam, il shoot. Il rentre dans un ascenseur. Et en fait, là, ils attendent pendant à peu près 20 secondes, ils se parlent. Mais en fait, ce qui est fou, c'est que derrière, l'ascenseur, il bouge pas. C'est-à-dire que tout le monde, toute l'équipe est en train de changer le décor. Ils sont en train de tout refaire. Et ensuite, quand les portes s'ouvrent, ils reviennent. Mais en fait, c'est le même étage. C'est juste que tout le décor qui avait complètement défoncé, etc. Même John Woo et tout ça, ils s'y mettaient. Et genre, ils ont changé tout le décor et ils se remettent. Enfin, la logistique, toute l'idée, le plan séquence. On parle de plus de 2 minutes 30 de plan séquence. C'est énorme. D'ailleurs, il a dit qu'il le referait jamais. Ouais, c'est énorme. Quand on se promène avec un bébé braillard dans la main et un flingue de l'autre et tout, on est dans l'improbable quand même. Ouais, grave. Cette affiche est incroyable. Elle est folle. Voilà, imaginez ça. J'adore cette affiche. Vous voyez ça et les photos que vous voyez dehors, c'est des centaines de bébés, et à un bout, vous voyez un mec avec un flingue comme ça, et l'autre bout, un mec avec une mitrailleuse. Et au milieu, vous avez les bébés quand même. Alors, quand vous allez voir le film, je me souviens quand il sort, c'est une double séance. Enfin, une double séance, parce que souvent à Hong Kong, ils alternent un film sur 2. C'est le moment où il y a été une fois en Chine 2, avec Jet Li, de Tsui Hark, donc qui fait du Jet Li pur et dur. Et après, il y a celui-là. Et les films n'ont rien à voir. Rien du tout. Il y en a qui est une espèce de célébration un peu hiératique et tout, de la révolte des boxeurs. Nous, on connaissait les 55 jours de Pékin, donc on pensait que c'était les méchants, les Chinois. Tiens, on découvre qu'on était peut-être les méchants, nous. OK. Mais après ça, vous voyez celui-là, et vous avez 2 films. Alors, ils ont trouvé leur style, chacun. Rien à voir. Il y en a un qui est un peu contemplatif, même, par moment, même s'il y a des combats de kung-fu aérien. Et l'autre, c'est une tuerie. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est pas complaisant. Ouais, totalement, c'est vrai. C'est pas... C'est important à dire ça. On n'a pas vraiment peur, on sait que ça va s'arranger à la fin. Alors par contre, on dézingue. Bon, il y a eu quelques films japonais récents où effectivement, il y en a un
j'en ai vu un il n'y a pas longtemps, c'est The Villainess, qui est coréen Ah, d'ailleurs. qui est coréen. Bon, Coréen. effectivement, il y a Qui est quand pas même... mal du tout d'ailleurs. Oh, il y a- moi, il y a- j'avais pas aimé. il y a 80 morts Ouais. en 1 minute 30. Là, je crois qu'ils battent un record. Et puis il y a des beaux faux plans séquences Voilà. qui sont. Mais- C'est un très très bon film. Mais les beaux, bon, faux plans séquences, y compris Le Fils de l'homme qui va avoir un Oscar plus tard, tout ça vient en gros de l'influence de John Woo. Alors, Qui va faire les plans de séquence que va reprendre Johnito, qu'on va reprendre les autres. Et c'est à partir de ce moment-là que, en gros, le plan séquence devient un art en lui-même. Et parce ainsi que le qu'avant, ralenti. il y a les ralentis, il y a les plans séquences. Et le plan séquence devient une performance artistique que les gens admirent pour elle-même. Hein. Parce qu'avant, on faisait les plans séquences à Hollywood. Hein. Mais souvent, on coupait dedans parce qu'ils trouvaient que ça attirait l'attention. Qu'on regardait l'habileté du metteur en scène et de regarder l'histoire. À partir de John Woo, que ce soit Oliver Stone et autres, ils vont se payer tous des plans séquences incroyables. Alors, Tarantino et puis Le Fils de l'homme, où en gros, il y a 5 plans séquences. Mais Le Fils de l'homme, quelque part, Cuarón, évidemment qu'il a vu John Woo. Ben, bien sûr. Il le reconnaît d'ailleurs. Ouais. Et on se trouve face à des films qui sont un drôle de trip, puisque la caméra prend la place du metteur en scène et prend notre place, capte notre regard et nous oblige à regarder d'une certaine manière, quelque chose d'une manière extrêmement aiguë. On n'a plus le choix dans le plan de ce qu'on regarde. Oui, là, on doit se On fixer doit sur quelque regarder exactement ce qu'on nous montre. Et c'est ce plan séquence, en particulier, et ce film, évidemment, qui fait que John Woo, il nous reste très peu de temps, malheureusement, on doit aborder sa carrière américaine, qui fait que John Woo part aux États-Unis. Donc, il vient, son premier film, c'est 93, c'est Hard Target, Chasse à l'homme. Merci Jean-Claude. Merci Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme, moi je lui tire mon chapeau quand même. Hein. Il ramène Ringo Lam, il ramène Souillard, il ramène John Woo. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut de Van Damme, mais gros respect à lui, parce que mine de rien, il a fait connaître Hong Kong. En tout cas, il a ramené Hong Kong. Complètement, parce que lui-même est fan de films hongkongais et il connaît, il s'en est nourri, etc. Donc là, on a John Woo qui arrive aux États-Unis avec un bon budget. À la base, il voulait Kurt Russell. Il croyait qu'il pouvait avoir Kurt Russell. Il ne savait pas que Van Damme, lui, voulait ce rôle. Il fait ce rôle. Le tournage est quelque peu chaotique. Et le film est complètement coupé, etc. Jean-Claude Van Damme s'enferme pendant 2 jours en salle de montage pour se remettre au centre du film. Mais malgré tout, on a quand même un bon John Woo américain. Moi, j'aurais dit que c'est un bon Van Damme, mais pas forcément un bon John Woo. Ouais. Et ben moi, je trouve que c'est une bonne porte d'entrée pour John Woo aux États-Unis. Mais est-ce que tu penses pas que le fait de commencer avec Van Damme, d'un côté, ça le met pas sur des rails de série B? Bien sûr. Enfin, pas forcément de série B, mais il est plus dans quelque chose d'américain. Là où il aurait commencé avec Chow Yun-fat, par exemple, qui va le ramener par la suite. Voilà. Mais pour moi, c'est une bonne porte d'entrée. Mais c'est vrai qu'en soi, c'est pas mal. En gros, avoir Van Damme, ou avoir Seagal, ou avoir depuis Stratham, ça y est, ça vous classifie. Mais ça vous lance aussi. Ça vous lance, mais aux États-Unis. On est encore dans l'époque blockbuster vidéo. Et puis c'est-à-dire que le plus bankable actuellement, c'est Van Damme. Voilà. Donc en blockbuster vidéo, les gens vont en action. Ils regardent tout. Ah oui. Il y a un Van Damme, il y a un Seagal. Ils ne regardent pas qui a fait le film. Ah non, ils s'en fichent. C'est vrai, je suis d'accord. Ils viennent pour l'acteur. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils le remontent. Exactement, c'est ce que Van Damme dira. Il dira que les gens veulent voir Jean-Claude Van Damme. C'est un film de Van Damme, on ne veut pas voir le méchant. Il a raison d'ailleurs. Alors, John Woo va être plus respectueux que Tsuyark, qui va carrément ridiculiser Van Damme. Ça va très mal se passer. En Piège à Hong Kong. Piège à Hong Kong, là, quand même, le coup, c'est se faire fesser par une anguille. Qui est un film comique, mais bon, c'est Souillard, le sale gosse. Mais il le fait. Alors, comme j'ai raconté dans Mémoire, ça faillit être autre chose. À une semaine près, ça aurait été un projet Carolco avec Schwarzenegger. Ça, c'est pas fait. Ça, c'est les hasards. Et puis c'est la mais est-ce que ça serait bien passé? On n'en sait rien non plus, parce que Schwarzenegger, lui aussi, c'est un... il y a de l'ego. Il a de l'ego. Il a de l'ego. Je crois que ce qui fait la qualité incroyable de Chow Yun-fat, c'est qu'il est son acteur. Et après, quand il arrive en Amérique, il va falloir on va être un peu déçus tous. Hein. Et puis tout d'un coup, on va avoir, on n'y croyait plus, un best-of qui est face-off. Eh oui, volte-face. On va y aller, on va tout de suite sur volte-face parce qu'il faut passer. Pour moi, c'est le meilleur John Woo aux États-Unis. Je ne compte pas Mission Impossible 2, j'ai même pas trop envie d'en parler parce que c'est un peu sans une caricature. c'est même lui ça pourrait être fait par
par n'importe qui. Franchement, voilà. Mais même lui, il l'a fait pour le fun. Hein. Oui, le duo. c'est une production. Justement, parce que Face Off était. Voilà. On a Volte-Face et on a aussi Broken Arrow à moindre mesure. ouais. Mais Volte-Face, c'est magnifique. Bah ouais. C'est du John Woo aux États-Unis, avec les moyens, Totalement. avec un casting. D'ailleurs, Travolta et Cage, ça aurait dû être Stallone et Schwarzenegger. Hein, Mais- il faut le dire. Enfin, ce qui est fou, parce que du coup, Chasse à l'homme et Broken Arrow, il n'avait pas le contrôle. Et tout le monde lui disait oui, mais on aime ton cinéma. Mais en même temps, son cinéma, dès qu'il le faisait, il faisait bah. Et puis quand il faisait des screen tests, les gens ils rigolaient. Devant les screen tests de Chasse à l'homme, les gens ils rigolaient parce que c'était trop stylisé, etc. Et donc du coup, on le coupait. Il n'était pas qui voulait, enfin qui il était vraiment. Non, et les studios vraiment lui coupaient les ailes à cette et même époque-là. Van Damme, du coup. Et dans Face Off, la directrice de la Paramount, il dit que la directrice de la Paramount et Michael Douglas, qui est coproducteur, Oui. avait sa totale confiance. Et en fait, du coup, D'ailleurs, il lui avait Volte-Face- proposé aussi à Michael Douglas de jouer dedans et il a dit non. Et bah du coup, Pour ça, c'est pourquoi c'est son meilleur film, c'est aussi parce que c'est celui où il est le plus John Woo et le plus libre de faire ce qu'il veut. Et la directrice de Paramount, qui va après diriger Disney, d'autres boîtes et tout, c'est la femme de Friedkin. C'est Ah oui, pas oui. une brème absolue. quand Voilà. même. Voilà, donc William Friedkin. Donc elle sait que des fois, les les gens- gens en scène, il faut leur laisser faire des films. Voilà, c'est ça. Et c'est là, il exactement fait ce un qu'elle fait. film, et Travolta, comme Cage, qui est quand même très inégal, hein, il peut nous faire n'importe Oui, quoi. de- Ils prennent un plaisir, là. Et ben Ça se justement, ouais, ça se voit totalement. Et Ça il se leur voit, dit, ils sont d'ailleurs, tellement heureux de leur rôle, de leur truc. Ils en font 2 tonnes, hein. Mais Ouais, 2 grave. tonnes, pas au sens d'exagération de funesque. Ils sont leurs personnages. Ils sont habités. Ils sont habités, ils sont. Ça a un côté Ville Coyote, dessin animé, mais en même temps, c'est hyper sérieux. Et il y a des moments dramatiques, il y a des moments émouvants, il y a des moments où on pense presque au nez à vif. Oui, tout à fait. Il y a une scène qui vient directement de Franju. On dira Encore pas le laquelle. cinéma. Encore voilà. du cinéma français, qui quand même. Alors, au niveau du scénario, on peut dire que c'est n'importe quoi. Bah, en fait, pour moi, c'est pas n'importe quoi, mais on va dire c'est un bon prétexte Voilà. pour y placer un petit peu tout ça ça. aurait pu C'est un tellement conte être de une série fées, B. on va dire. Ça, On va dire que c'est un conte de Exactement. fées. Donc on résume, c'est parce qu'on est à la fin de l'émission. Face Off, Volte-Face, c'est un méchant et un gentil qui échangent leur visage. Le méchant devient gentil, le gentil devient méchant, et là, le gentil va vouloir récupérer son visage. Et malheureusement, c'est la fin de l'émission. Juste. On va peut-être conclure là-dessus, c'est que John Woo avait laissé le choix à Travolta de jouer soit le gentil, soit le méchant. Et Nicolas Cage, lui, n'était pas chaud du tout pour jouer le méchant à la base. Donc c'est assez drôle. En tout cas, franchement, c'était très très passionnant. On n'a évidemment pas pu être exhaustif. Ah ouais. C'est un peu frustrant parce qu'il y a tellement de choses à dire encore sur tellement John de Woo. choses à dire. Son retour en Chine. Son retour, où il y a des Ouais, bien les belles 3 choses. royaumes. Il y a bien- Regardez les 3 Voilà. royaumes. Les 3 malheureusement. royaumes, c'est magnifique. Il Ah, faut c'est voir les 2 incroyable. parties. Il faut voir la version Oui. longue, Oui. où il y a même des plans fixes, parce qu'il y avait des bouts de copies qui avaient été perdus, donc il fait carrément C'est- des plans fixes. C'est Comme une génial. diapositive pour montrer ce qui manque. Et là, il revient à ses bases. Il n'est pas fini, hein, John Woo, du tout. On a l'impression que là, en ce moment, quelque chose se passe. On a l'impression qu'il va revenir en force. Moi, c'est ce que je souhaite. Moi aussi. Parce que on en a besoin. Tout le monde l'a copié. Je pense que lui ne se copiera pas. J'attends la 3e phase avec impatience, moi. Moi aussi. Bah écoutez, merci beaucoup. Je rappelle, Mémoire de Jean-Pierre Dionnet, c'est fascinant, c'est passionnant. Un grand merci à vous. Jules, merci d'avoir été là. Merci pour cette émission. Merci de m'avoir. J'ai pris énormément de plaisir. J'espère que vous aussi. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Dans la légende.